Alors voici une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la courte troisième partie de notre premier thème d'histoire. Et c'est une partie qui est consacrée à l'étude de ce qui s'est passé en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ce chapitre, on va surtout s'arrêter sur deux notions très importantes, celles de collaboration et de résistance. Alors même si j'aimerais qu'on garde à l'esprit que en fait ces deux attitudes étaient des attitudes assez extrêmes qui n'ont concerné qu'une minorité de Français toujours. Il y a eu peu de collaborateurs actifs, comme il y a eu peu de résistants actifs. La vérité, c'est que la grande majorité des Français entre 1940 et 1944 ont eu une attitude d'accommodement avec ce qui se passait. Ils ont essayé de continuer à vivre en se débrouillant et bon, d'attendre que ça passe. Même si ça n'a pas concerné énormément de gens, ces notions de collaboration et de résistance ont par contre eu une importance historique fondamentale, et donc il est très important de les comprendre pour saisir ce qui s'est passé dans le pays pendant cette période très dure. Dans un premier temps, donc, on va regarder la notion de collaboration en s'intéressant aussi aux changements politiques qui ont eu lieu en France avec l'arrivée d'un nouveau régime qu'on a retenu sous le nom de régime de Vichy. Donc, en juin 1940, alors que la situation militaire est terrible pour l'armée française, qui est en train de perdre face à l'invasion allemande, un nouveau chef de gouvernement a été nommé, et ce chef de gouvernement, c'est un militaire, le maréchal Pétain, qui est nommé alors qu'il a très clairement dit que son intention, c'était de signer un arrêt des combats, donc armistice, avec les Allemands, et de négocier avec eux. On savait que, compte tenu de la situation militaire vraiment défavorable, les conditions imposées pour arrêter les combats seraient très dures pour la France. Et ce fut le cas puisque, comme c'est illustré sur cette carte, la France a été coupée en deux selon une ligne voilà, qui a permis de définir qu'au nord de la France et le long du littoral atlantique, eh bien, l'armée allemande occupait le terrain pour continuer la guerre, notamment contre les Anglais, et que seul le grand sud-est de la France donc, était considéré comme zone libre. Du coup, la nouvelle capitale de la France a été désignée comme étant la ville de Vichy, tout simplement parce que c'était une ville où il y avait beaucoup d'hôtels, puisque c'est une ville assez touristique à l'époque. Et puis il y avait aussi l'idée de donner à la France une capitale un peu, une petite ville, un petit peu comme une espèce d'humiliation. Donc le maréchal Pétain est celui qui a obtenu ces conditions-là, qui étaient très dures, mais qui étaient tout ce que les Allemands offraient à ce moment-là. Sauf que ce maréchal Pétain, c'était aussi un homme d'extrême droite, un homme qui n'était pas du tout content avec le système démocratique qui était à l'œuvre depuis de nombreuses décennies sous le régime de la Troisième République. Et donc, dès juillet 1940, le régime de la Troisième République a été remplacé par un nouveau régime qu'on n'appelait plus République, qu'on a appelé État français, donc de manière un petit peu vague, mais qui très clairement n'était plus une démocratie puisque c'était une dictature. Voilà, comme illustré sur ce schéma, le chef de l'État français, donc Pétain, avait pratiquement tous les pouvoirs. Il possédait les pouvoirs qui auparavant étaient divisés entre gouvernement et parlement essentiellement. Donc ce n'est plus une démocratie et c'est aussi un nouveau régime qui, au-delà de la manière de gouverner, avait l'intention de provoquer une espèce de révolution des esprits, de révolution culturelle en France, en imposant ses valeurs et en modifiant, c'est symbolique mais ça voulait dire beaucoup de choses, en modifiant la devise de l'État, donc il n'était plus liberté, égalité, fraternité, mais remplacé par travail, famille, patrie, alors qui ne sont pas en soi des notions négatives, mais ce qu'il faut vraiment souligner, c'est l'absence de ces principes de liberté, d'égalité et de fraternité, jugés comme non prioritaires par Pétain et ses hommes,
au profit de valeurs qui essentiellement voulaient faire respecter un ordre en France et des situations d'inégalité très traditionnelles. Donc, parmi les valeurs du régime de Vichy, il y avait des valeurs qui étaient assez proches des valeurs des nazis, notamment la xénophobie, c'est-à-dire le rejet des étrangers, et l'antisémitisme, donc le rejet des juifs. La France avait de nombreuses personnalités antisémites depuis la fin du XIXe siècle et encore au début du XXe. Et certains de ces gens-là sont donc arrivés au pouvoir sur le régime de Vichy. Pétain et son gouvernement ont mené une politique de collaboration avec l'Allemagne, voilà, symbolisée par cette poignée de main lors de la rencontre de Montoire avec Hitler. Alors par collaboration, on entend la coopération volontaire de la France en matière politique, économique et surtout policière avec l'Allemagne pendant la guerre. Bien sûr, cette collaboration était prévue par l'armistice et donc d'une certaine manière imposée, mais les historiens ont des preuves pour désigner que parfois, sur de nombreux points, le gouvernement français a été plus loin que ce que l'Allemagne exigeait, notamment dans le domaine de la question de la collaboration sur les Juifs. En effet, dès 1940, il y a eu des nouvelles lois en France qui ont mis en place une discrimination envers les Juifs, qui n'avaient plus les mêmes droits que les autres. J'ai choisi pour l'illustrer deux photographies. D'abord l'une d'un parc à jeux pour enfants à Paris, où on voit qu'il est interdit aux juifs. Donc on a ici un exemple de discrimination, de droits différents, et puis aussi un exemple de ségrégation, de séparation des juifs et des autres. Et puis la photographie d'un camp de prisonniers, qui est en fait un camp de transit, puisque c'était le camp dans lequel des prisonniers juifs étaient enfermés pour ensuite être déportés en Allemagne. Et on voit bien sur la photo que c'est un gendarme français qui garde ce camp, puisque voilà, vraiment, il faut comprendre que l'État et la police française ont très activement mené cette politique antisémite. Et au fil de la guerre, la collaboration policière, notamment, n'aura cessé de se renforcer, puisque l'arrestation et la déportation de juifs en France a été massive et faite par la police française, pas seulement par les Allemands. Le moment le plus intense de cette politique d'arrestation et de déportation, c'est un événement qu'on appelle la rafle du Veldiv. Alors rafler, c'est le fait de faire une arrestation massive, et le Veldiv, ça désigne ce lieu qui est en fait un vélodrome d'hiver, donc un endroit où il y avait des courses cyclistes, dans lequel on a parqué beaucoup de juifs arrêtés à Paris, donc surtout des juifs étrangers qui étaient réfugiés en France en fait, et qu'on a livré à l'Allemagne peu de temps après. Donc plus de 16 000 juifs ce jour-là, et en tout plus de 70 000 juifs au cours de la guerre. En 1943, il y a aussi eu la création d'une police spéciale pour faire la chasse aux juifs et aux résistants, que l'État français appelait la milice. Et donc là, vraiment, la politique de collaboration avec l'Allemagne était devenue très très intense. Mais la France, dans la Seconde Guerre mondiale, ce n'est pas que la collaboration, c'est aussi la résistance. Alors là encore, on parle vraiment un nombre minoritaire de personnes, sauf que l'importance de ce que ces personnes ont fait a été immense. Dès 1940, quelques Français ont refusé la défaite. L'un d'entre eux, pas le seul, mais l'un d'entre eux le plus important par son poids politique et militaire, c'était un général, donc Charles de Gaulle, qui a choisi de s'exiler à Londres au moment où Pétain signait l'armistice. Et depuis Londres, il a lancé un appel le 18 juin, donc cette date est restée très importante, où il a appelé tous les Français à continuer le combat. On voit ici une affiche qui reprend l'essentiel de ce message. Et même si c'est un message qui a été peu entendu, il avait été prononcé à la radio anglaise, la BBC, il a été répété plusieurs fois ensuite, et c'est vrai que certaines personnes en France
ont choisi soit de s'exiler, soit de combattre secrètement l'occupant allemand et le régime de Vichy. Et c'est donc ça qu'on appelle la résistance, hein, toutes les actions menées pour lutter contre l'occupation allemande et le régime de Vichy. Euh, sur l'image là, je veux insister sur un point, c'est que sur le plan militaire, il y a eu un certain nombre de colonies françaises qui ont envoyé des soldats se battre aux côtés des Alliés. C'est ce qu'on appelle les forces françaises libres, donc quelques colonies françaises dont les gouverneurs se sont tournés vers le général de Gaulle et non pas vers le régime de Vichy. Et donc, comme l'illustre cette photographie, la plupart des soldats de ces forces françaises libres étaient des soldats d'Afrique du Nord, des soldats musulmans, euh, qui ont payé le prix du sang pour libérer la France, notamment en débarquant en Italie en 1943 et ensuite en débarquant en Provence. Et pendant des années, la reconnaissance de l'État français envers ces soldats a malheureusement été moins nette et sur le plan financier moins satisfaisante que la reconnaissance des soldats résistants blancs. Donc ce qui a été c'est tout à fait une honte dans l'histoire politique de la France depuis la Deuxième Guerre mondiale. Sur le territoire français, être en résistance, c'est être un clandestin, c'est faire quelque chose d'illégal, et donc prendre également un risque, même si la plupart des actions de résistance n'étaient pas des actions militaires, mais essentiellement des actions civiles, de propagande d'une part. On voit ici une imprimerie clandestine où on essayait de diffuser un maximum de messages anti-allemands et anti-régime de Vichy sur le territoire. Et puis beaucoup d'actions de renseignement. Il s'agissait d'espionner, de donner des informations pour aider les Alliés dans leur lutte contre les Allemands. Les gens qui participaient à ces réseaux de renseignement étaient des gens qui du coup menaient une double vie et secrètement étaient résistants. Deux personnages importants à l'écran également. Alors le premier c'est Jean Moulin, c'était un résistant français qui travaillait avec le général de Gaulle et qui en 1942 a été parachuté en France avec pour mission, donc donnée par de Gaulle, d'unifier les mouvements de résistance. Parce qu'il faut comprendre que il n'y avait pas une résistance, mais des résistances en France, des mouvements qui ne collaboraient pas forcément bien entre eux, qui pouvaient appartenir à différentes tendances politiques, beaucoup de tendances de gauche, puis certains mouvements de résistance plus rares mais plus à droite. Et Jean Moulin a réussi en un peu plus d'un an à obtenir de mettre tous ces mouvements de résistance autour d'une table, secrètement toujours, et de créer ce qu'on appelle le CNR, le Conseil national de la résistance, qui a marqué l'union de tous ces mouvements-là autour d'un programme politique, c'est-à-dire autour d'un projet de réforme à mener après la guerre, une fois la victoire acquise, une fois le territoire libéré et le régime de Vichy détruit. C'est un programme qui incluait des choses comme donner le droit de vote aux femmes, rétablir le suffrage universel et la démocratie bien sûr, mais aussi créer la sécurité sociale par exemple. Donc plutôt des idées de gauche, parce que beaucoup des résistants étaient des gens de gauche, mais avec également, ça faisait partie du compromis, le fait de reconnaître le général Charles de Gaulle comme étant le chef incontesté de la résistance, même si c'était un homme de droite. Et donc ça, c'est l'œuvre de Jean Moulin et d'autres, mais Jean Moulin l'a payé de sa vie, comme beaucoup d'autres, voilà. Mais l'histoire de Jean Moulin, c'est qu'il a été arrêté par la Gestapo, donc la police allemande, en 1943, et il a été torturé et il est mort de ses blessures sans avoir dénoncé aucun de ses camarades. Autre exemple, alors un peu plus local, c'est Georges Guingouin. Le nouveau pont sur la Vienne à Limoges a été nommé en référence à ce personnage de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, c'était un instituteur, un professeur des écoles, et il était membre du Parti communiste.
et il est rentré très tôt en résistance. Alors dans une forme de résistance différente, là c'était ce qu'on appelle un maquis, c'est-à-dire des jeunes gens, des jeunes hommes surtout, qui se cachaient en forêt pour attaquer par surprise voilà, les forces du régime de Vichy ou les Allemands. euh, En menant des attaques surprises dans ce qu'on appellerait des attaques de type guérilla. Et Guingouin était le leader du maquis dans le sud de la Haute-Vienne. Et les maquis français ont beaucoup augmenté en nombre d'hommes, en nombre de résistants à partir de 1943, parce que beaucoup de jeunes hommes ont préféré partir dans les maquis plutôt que d'être envoyés en Allemagne pour travailler. À partir de 1943, il y avait un système qui avait été mis en place qui s'appelait le STO, le service du travail obligatoire, où voilà, des jeunes gens pouvaient être envoyés sans donner leur avis, travailler en Allemagne comme prisonniers en quelque sorte. Euh, donc Guingouin est vraiment un petit peu le héros limousin de cette résistance. Et voilà, je voudrais revenir une seconde sur cette photographie que j'ai déjà montrée précédemment dans le cours, qui montre bien comment, en France par exemple, eh bien, la Seconde Guerre mondiale a donné lieu à cette espèce de guerre civile où des Français se sont battus contre des Français, entre résistants et collabos. Et ici, vous voyez deux jeunes soldats de la milice, donc des collaborateurs, qui ont arrêté des résistants. Et tous sont des jeunes et tous ont été un petit peu pris voilà, dans le vent de l'histoire à ce moment-là. Le bilan de tout cela, c'est que l'existence de cette résistance, dirigée par le général de Gaulle, eh bien, a permis la reconstruction de la République française après la guerre, dès la libération de Paris en août 1944. Ça sera la création de la quatrième République, puis ensuite on passera à la cinquième. Mais donc, même s'ils étaient peu nombreux, voilà, l'existence des résistants et leur action et leur organisation sont les bases de la reconstruction politique du pays après la Deuxième Guerre mondiale.